Bonsoir à tous. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Une histoire qui commence par une découverte biologique et qui se termine par une invention que vous connaissez tous et que vous portez même peut-être sur vous. On est en 1941 et un ingénieur suisse, Georges de Mestral, part se balader en forêt avec son chien. Seulement, à son retour de sa balade, il se retrouve à enlever des dizaines de petits fruits de bardane qui sont accrochés au poil de son chien. Si je vous parle de la bardane, peut-être que ça ne vous évoque rien. Et pourtant, vous la connaissez toutes, tous, c'est elle. Et je pense que vous voyez aussi très bien de quoi je parle quand je parle des fruits de bardane. Ces petits fruits marrons, épineux, qui s'accrochent un peu partout quand on va se balader en campagne, qui s'accrochent dans les vêtements, qui s'accrochent dans les poils des animaux, parfois même dans les cheveux. Sauf qu'à ce moment-là, Georges de Mestral est assez interpellé par la performance. C'est un végétal et il est très tenace, très difficile à enlever dans les poils de son chien. Alors ce qu'il va le faire à ce moment-là, c'est exploiter sa curiosité et observer le fruit de bardane au microscope. Voilà ce qu'il découvre. Il découvre que le fruit de la bardane est entouré par des centaines de petites épines qui se terminent par des crochets. Des centaines de crochets microscopiques qui sont souples et déformables. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la forme en crochet, je pense que c'est assez évident pour tout le monde, permet de s'accrocher au fil des tissus, aux poils des animaux, à différents types de surfaces. Mais l'aspect souple et déformable fait que lorsqu'on retire le crochet de la bardane, il se tend et reprend ensuite sa forme initiale. Ça en fait un système d'attache souple et réversible. Et à partir de cette observation, Georges de Mestral va inventer le velcro, plus communément appelé le scratch. Le scratch est donc inspiré d'un végétal, inspiré de l'observation d'un scientifique qui a compris qu'un système biologique pouvait être assez performant pour développer une nouvelle technologie. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que ce que Georges de Mestral a fait, ça s'appelle du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est une discipline qui consiste à s'inspirer du vivant pour innover. Le biomimétisme, c'est une approche de recherche et de développement qui consiste à s'inspirer de l'ingéniosité des mécanismes des organismes biologiques pour transformer les technologies actuelles. Le biomimétisme, c'est ces hommes, ces femmes, ces ingénieurs, ces biologistes, ces physiciens et ces chimistes qui ont décidé d'explorer le monde du vivant pour innover. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire avec moi ce soir, d'explorer le vivant, de partir à la découverte du monde du vivant pour découvrir le biomimétisme, pour vous faire sentir ce que c'est que le biomimétisme à travers mes yeux et comment je le vois. Alors, comment j'ai découvert le biomimétisme ? C'est assez rigolo d'ailleurs parce que j'ai découvert le biomimétisme exactement à votre place. On est le 31 janvier 2019, à ce moment-là je suis encore étudiante à l'agro et j'assiste au TEDx Luminescence. Je suis donc exactement à votre place lorsqu'on m'explique qu'il y a une discipline qui existe et qui permet de s'inspirer du hérisson ou du pamplemousse pour développer un casque de vélo. Qu'on peut s'inspirer du martin-pêcheur pour développer un nouveau système de train. Alors, je suis assez interpellée, pour tout vous dire, parce que c'est des organismes que je connais, le hérisson, le pamplemousse, et pourtant, je n'avais aucune idée que ça pouvait inspirer des technologies. Eh bien, 2 ans plus tard, je suis tombée par hasard sur une publication de Bioxégie, bureau d'études et d'ingénierie spécialisé en biomimétisme. Eh bien, j'ai décidé d'en faire mon métier. Le biomimétisme, c'est ce que je fais tous les jours. J'explore le monde qui m'entoure, j'explore le vivant pour imaginer, concevoir et développer de nouvelles technologies. Alors, c'est mon métier, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire de faire du biomimétisme son métier ? Eh bien, si je dois l'expliquer sommairement, succinctement, un partenaire industriel me présente une problématique. Ça peut être des problématiques de tous les secteurs, des problématiques techniques, scientifiques. On va par exemple me poser la question, comment je pourrais me défaire de la corrosion dans les canalisations ? Comment je pourrais améliorer la résilience de systèmes de détection ? Comment je pourrais produire des couleurs sans utiliser de pigments chimiques ? Une fois qu'on m'a exposé cette problématique, je la comprends, je me l'approprie, et ensuite je vais chercher dans le vivant s'il n'y a pas un organisme biologique qui a déjà résolu cette problématique,
s'il n'y a pas une stratégie dans le vivant qui existe et qui me permettrait de solutionner le problème. Une fois que j'ai identifié cette stratégie, et il y en a toujours, ou presque toujours, je la comprends et je vais la transposer. Alors attention, il ne s'agit pas ici de faire du copier-coller. Biomimétisme, c'est comme j'ai dit, c'est s'inspirer de la nature pour innover. Mon rôle consiste donc à développer des technologies inspirées du vivant. Alors, je vais vous donner un exemple pour concrétiser un petit peu ce que je viens de dire. Un jour, un acteur des transports en commun est venu nous voir avec la problématique suivante. Comment diminuer l'empreinte énergétique de mes systèmes de ventilation ? Parce que les transports en commun, c'est des centaines de kilomètres de tunnels. Et donc, il faut brasser des grandes masses d'air. Pour ce faire, ils ont des grands systèmes de soufflerie, donc c'est des gros ventilateurs. Il y en a des centaines à Paris, on ne les voit pas, mais ils sont bien là. Bien, ces ventilateurs datent souvent des années 70. Ils font beaucoup de bruit et consomment beaucoup d'énergie. Eh bien, avec mes équipes, on travaille aujourd'hui sur un système de ventilation inspiré des baleines à bosse, économe en énergie. Alors, s'inspirer des baleines pour développer des systèmes de ventilation, comment ça marche ? Alors, tout d'abord, les baleines sont des mammifères marins qui sont extrêmement agiles dans l'eau. Les baleines à bosse sont des prédateurs. Pour se nourrir, elles doivent chasser. Elles doivent aller trouver des crustacés, des petits poissons, du krill. Et donc, elles doivent aller très vite. Ce qu'elles ont, les baleines à bosse, s'appelle des tubercules. C'est exactement ce que vous voyez sur le bord d'attaque de la nageoire. Les petites bosses que l'on voit s'appellent des tubercules. Et leur répartition, leur forme, leur taille n'est pas laissée au hasard. Ce qui est intéressant, lorsqu'on approfondit un petit peu, lorsqu'on explore un petit peu plus le vivant, on comprend que les tubercules permettent en fait de créer des petits tourbillons à la surface des nageoires de baleines à bosse. Ces petits tourbillons permettent d'augmenter la portance. La portance, c'est la force qui s'applique perpendiculairement à un mouvement. C'est ce qui permet à un avion de voler, par exemple. Et ça permet de diminuer la traînée. La traînée, c'est la force qui s'oppose à mon mouvement. On peut l'assimiler à des frottements. Donc les tubercules qui sont présents sur les nageoires de baleines à bosse, en permettant d'augmenter la portance et de diminuer la traînée, lui confèrent son agilité. Eh bien, c'est exactement de ça dont on s'inspire aujourd'hui. Nous sommes en train de développer des ventilateurs avec des pales tuberculées inspirées des nageoires de baleines à bosse pour réduire leur bruit et réduire leur consommation énergétique. C'est incroyable, non ? Sincèrement, qui ici se doutait qu'on pouvait s'inspirer des nageoires de baleines à bosse pour développer des systèmes de ventilation économes en énergie ? Ça me fait venir à mon deuxième point. Le biomimétisme, pour moi, c'est ma passion. C'est ma passion parce qu'au quotidien, j'explore le vivant et je découvre des organismes biologiques absolument incroyables. Je vais vous présenter un de mes organismes favoris. Je vous présente Moloch horridus, le diable cornu. Alors, c'est un petit lézard qui vit en Australie, d'à peine 10 cm. Il vit dans les régions arides. Et en plus d'avoir ce qu'on pourrait appeler un physique atypique, il a une manière de boire très particulière. Moloch horridus vit en Australie, dans les régions arides, et comme vous pouvez vous en douter, l'hydratation est un enjeu capital pour la survie de l'organisme. Eh bien, il a la capacité lorsqu'il met ses pattes dans l'eau, d'arriver à boire. Alors, comment ça fonctionne ? Il a en fait, à la surface de son organisme, des centaines de micro-canaux qui permettent à l'eau de remonter de ses pattes par capillarité jusqu'à sa gueule. La capillarité, c'est le phénomène physique que vous observez quand vous trempez un sopalin dans l'eau, par exemple. Vous voyez l'eau qui remonte. C'est exactement ce qui se passe sur les pattes de Moloch horridus. Mais ce n'est pas tout. Parce que ces épines lui servent aussi. En plus de lui donner un sacré style, elles lui permettent de récolter l'eau qui est contenue dans l'air. Comment ça se passe ? Eh bien, l'humidité de l'air, l'eau contenue dans l'air, va venir se condenser sur ces épines lorsque la température du lézard est inférieure à la température extérieure. On va donc avoir la formation de gouttes d'eau sur ces épines qui vont ensuite être acheminées par les micro-canaux dont je vous parlais à l'instant jusqu'à sa gueule. Eh bien, Moloch horridus, le diable cornu, est aujourd'hui à l'étude pour développer une tour collectrice d'eau potable dans les régions arides. Un lézard, un petit lézard, est donc en train d'être étudié pour aller récolter l'humidité de l'air
la stocker et donner accès à de l'eau potable dans le désert. C'est incroyable. Eh bien, je vous parle de Moloch-Oridus, mais j'aurais pu vous parler du Saphirina, qui parvient à se rendre invisible juste en changeant d'épaisseur. J'aurais pu vous parler de la vision incroyable de la crevette menthe, qui voit d'ailleurs beaucoup plus de couleurs que nous sommes capables aujourd'hui. J'aurais pu aussi vous parler de la salamandre géante de Chine, qui a une peau avec des propriétés auto-cicatrisantes grâce à une diversité de protéines. J'aurais pu vous parler de tout ça parce que mon quotidien, c'est d'explorer le vivant, de découvrir des organismes biologiques absolument phénoménaux avec des propriétés qui sont bluffantes. Mais aussi, le biomimétisme, ça m'a fait comprendre que la nature, elle sait tout faire et elle le fait bien mieux que nous. Si on fait un bilan, juste pour rigoler, exploiter l'énergie solaire, les plantes le maîtrisent à la perfection, nous sommes encore en train d'essayer. Nature 1, homme 0. Produire de l'eau potable à partir d'eau salée, les mangroves savent le faire, nous sommes encore en train d'essayer. Nature 2, homme 0. Climatiser sa maison sans utiliser d'énergie, les termites savent le faire en construisant leur termitière, nous sommes encore en train d'essayer. Nature 3, homme 0. Je vais m'arrêter là parce que sinon on y sera encore demain. Puis l'objectif, c'est pas de faire un match nature vs humanité, déjà parce qu'il serait perdu d'avance, mais en plus parce que c'est pas ça l'objectif du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature pour innover. Le biomimétisme, ça consiste à prendre conscience que la nature, elle a encore beaucoup à nous apprendre. Et je découvre au quotidien des propriétés absolument incroyables. Et d'ailleurs, mes proches en ont un peu marre que chaque fois qu'on se voit, j'ai une nouvelle anecdote biologique à leur raconter. Sur le fait que la fourmi argentée du Sahara, elle arrive à réguler sa température seulement grâce à la forme de ses poils. Ou que, contrairement à ce que l'on croit, le caméléon, il change de couleur plutôt pour réguler sa température que pour se camoufler. La nature a encore tout à nous apprendre. Et c'est pour ça que, pour moi, le biomimétisme, c'est une promesse. C'est une promesse technique, une promesse technologique. Comment la nature regarde? Comment la nature entend? Comment elle se déplace? Comment elle produit de l'énergie? Comment elle produit de la lumière? Comment elle génère les couleurs? Comment la nature recycle? Comment la nature fait pour? C'est la base du biomimétisme. Comment la nature fait pour? Parce que la nature, c'est plus de 3 milliards d'années d'évolution. C'est un laboratoire de recherche et de développement de plus de 3 milliards d'années, dont le processus de criblage n'est autre que la sélection naturelle. Si une solution biologique a été sélectionnée parmi des centaines de milliers d'autres, pendant des centaines de milliers d'années, elle est performante. Et pourtant, avec un petit peu de recul et un chouïa d'humilité, on se rend compte qu'on s'échine depuis plus d'un siècle à révolutionner le monde en l'artificialisant, en se détachant au maximum de la biodiversité et de la nature. Pourquoi ça? Parce que nous, humains, on se considère comme la meilleure espèce. L'espèce la plus évoluée, l'espèce la plus sachante, la plus intelligente et la plus douée. Alors qu'avec un petit peu de recul, en explorant un peu plus, mais surtout un peu mieux, on se rend compte de l'absurdité de ce postulat. Tout n'est qu'une question de point de vue et de regard. Et c'est pour ça que le biomimétisme, pour moi, est aussi une promesse de réconcilier nature et technologie, biodiversité et innovation. Pourquoi ? Parce que le biomimétisme nous permet de changer le regard qu'on porte sur le monde du vivant. Le biomimétisme nous permet d'être émerveillés face à la biodiversité et à son ingéniosité. À partir du moment où on comprend qu'en étudiant un petit lézard, on arrive à récolter de l'eau potable dans le désert, on fait attention à ce petit lézard. À partir du moment où on comprend que la nature, la biodiversité est un moteur pour innover, on fait attention à ne pas la détruire. Et je vous ai présenté là qu'un échantillon microscopique de ce qui existe dans le monde vivant. La biodiversité, c'est 2 millions d'espèces, plus de 2 millions d'espèces connues, et des millions d'espèces qui restent à découvrir. Croyez-moi, le monde du vivant n'a pas fini de vous surprendre, et le biomimétisme non plus. Merci à tous.